Ce contenu est fourni à des fins éducatives uniquement et ne remplace en aucun cas un avis ou un suivi médical professionnel. Et si tout ce que l'on croyait savoir sur l'optimisme était absolument totalement faux? C'est une question assez provocatrice pour démarrer. Bah oui, mais imagine un instant. Et si ce n'était pas du tout un trait de personnalité inné, tu sais, une sorte de don magique réservé à quelques chanceux dès la naissance? Hmm. Et si c'était plutôt une intervention mécanique et neurologique que l'on pouvait opérer soi-même sur son propre cerveau? C'est une perspective qui bouscule pas mal d'idées reçues, surtout quand on observe que la dépression et le pessimisme en fait fonctionnent exactement à l'inverse. C'est-à-dire Ce sont des mécanismes qui ont littéralement tendance à rétrécir le champ de vision. C'est comme si l'esprit se retrouvait coincé dans un tunnel très étroit. un tunnel qui force à voir chaque événement, chaque interaction sociale à travers le prisme de l'inadéquation. Exactement. Ou de la dévalorisation personnelle. Tout devient une preuve qu'on n'est pas à la hauteur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on plonge dans une pile vraiment fascinante de notes de recherche, d'articles et d'études cliniques qui nous ont été partagées. C'est une exploration en profondeur de la neurobiologie du changement de perspective. Et le but de cette exploration, c'est de montrer que la science confirme que nous avons la main sur notre propre machinerie. Tout à fait. D'ici la fin de cette exploration en profondeur, il sera d'une clarté absolue qu'il est possible d'utiliser son cerveau pour modifier son propre fonctionnement interne. C'est une véritable transformation de la pensée. L'enjeu est immense pour ceux qui nous écoutent, car ces sources relient la biologie pure à l'expérience quotidienne la plus intime, c'est-à-dire la façon dont on perçoit le monde. On ne parle pas de pensée magique ici. Non, pas du tout, ni de se forcer à sourire bêtement devant un miroir. On parle de mécanismes cognitifs très concrets, très documentés. Au cours des 15 prochaines minutes, on va parcourir une feuille de route bien précise. D'abord, nous explorerons la mécanique étonnante du recadrage cognitif. Ensuite, nous verrons comment neutraliser ce jugement immédiat qui empoisonne si souvent l'existence. Et enfin, nous décortiquerons le pouvoir caché de 3 petits mots spécifiques dans notre discours intérieur. Bon, décortiquons ça. Avec plaisir. Alors, voilà le truc, on passe énormément de temps à réagir de manière impulsive aux situations du quotidien. Eh ben, il faut bien l'avouer, réagir au quart de tour, ça épuise une quantité phénoménale d'énergie. C'est épuisant pour le système nerveux, oui. C'est là qu'intervient ce que nos documents appellent le choix conscient de la signification, le fameux recadrage. Mais concrètement, de quoi on parle au juste? Le recadrage, c'est l'acte délibéré de choisir la signification que l'on donne à une situation précise. Le but unique, c'est de modifier la manière dont on y réagit sur le plan émotionnel. Donc on ne change pas les faits. Non, la situation factuelle ne change absolument pas. L'événement reste strictement le même. Ce qui change, c'est l'angle sous lequel l'esprit l'aborde. Les sources que l'on a examinées donnent un exemple narratif super parlant. Prenons la situation d'un élève que l'on est en train d'aider avec ses devoirs, et qui, soudainement, fait une crise de colère monumentale. Une situation très classique. Très classique, oui. Si la première réaction, c'est d'interpréter cette crise comme de la manipulation pure et dure, la réponse immédiate sera très probablement punitive. La réaction naturelle, c'est de se braquer et de punir l'insolence. Exactement. Mais si on prend juste un instant pour recadrer cette même crise de colère, si on l'interprète plutôt comme l'expression d'une profonde frustration face à une difficulté d'apprentissage, la dynamique s'inverse complètement. On passe d'une envie de punir à une posture d'empathie. Voilà. L'événement physique n'a pas bougé d'un millimètre, l'enfant crie toujours, mais la signification choisie a transformé notre réponse. Ce qui est fascinant ici, c'est la neurobiologie qui sous-tend ce changement. Quand on effectue ce recadrage, on ne fait pas que philosopher. Il se passe quelque chose physiquement dans le cerveau. Exactement. Sur le plan physiologique, on active délibérément une zone très spécifique, le cortex préfrontal gauche. Le cortex préfrontal gauche. C'est ça. C'est le centre de notre force décisionnelle, de notre pensée analytique. C'est aussi là que réside une forme d'optimisme cognitif. D'accord. En sollicitant consciemment cette zone, on vient moduler, on vient calmer et réguler une autre partie du cerveau qui est, elle, totalement hyperactive dans ces moments de tension. Tu parles de l'amygdale? L'amygdale, oui, ainsi que certaines zones du cerveau droit. Ce sont ces dernières qui génèrent les émotions intenses, le stress et les attentes négatives. Bon, c'est très clair sur le papier, cette idée d'activer le cortex préfrontal gauche pour calmer l'amygdale. Oui. Mais soyons honnêtes, dans la vraie vie, quand la moutarde nous monte au nez et qu'on est à bout de nerfs, comment est-ce qu'on trouve la force d'activer cette zone analytique alors que l'amygdale est déjà en train de hurler au danger? C'est là qu'il faut utiliser une métaphore très utile qui est mentionnée en filigrane dans les recherches cliniques.
Pour vraiment visualiser la chose, il faut imaginer l'amygdale comme une alarme incendie ultra sensible. Le genre d'alarme qui se déclenche juste parce qu'on a fait un peu trop griller du pain dans la cuisine. C'est exactement l'idée. L'amygdale, elle ne fait pas toujours la différence entre une tartine brûlée et un immeuble entier qui prend feu. Elle panique pour un rien. Elle détecte un stress, comme l'élève qui crie, et elle hurle au danger mortel. Dans ce contexte, le cortex préfrontal gauche, c'est le pompier professionnel. Un pompier calme et expérimenté qui arrive sur les lieux. Je vois. Si on laisse l'alarme sonner sans rien faire, c'est la panique générale. Mais si on fait appel au pompier, il va évaluer la situation, voir qu'il n'y a qu'un grille-pain qui fume et éteindre l'alarme. Le recadrage, c'est l'appel que l'on passe à ce pompier. Le point clé ici est que nous avons un volant de direction neurologique. Oui, L'être humain n'est pas un simple passager de ses émotions. Que se passerait-il si on arrêtait de laisser l'amygdale conduire le véhicule? Si on décidait consciemment de faire appel à ce pompier analytique pour reprendre le contrôle? en modifiant l'interprétation des événements régulièrement de cette manière, la neuroplasticité fait son œuvre, on constate une diminution physiologique réelle de l'intensité des réactions émotionnelles avec le temps. Nous venons donc de voir comment le cortex préfrontal gauche peut calmer nos réactions émotionnelles. Maintenant, regardons comment cela se connecte à notre façon d'observer le monde sans le juger. C'est une étape incontournable. On touche ici à la source principale de nombreuses souffrances quotidiennes. Suspendre le filtre négatif et explorer les symptômes, c'est notre deuxième grand thème. Les textes cliniques soulignent que la souffrance naît très souvent de l'écart douloureux entre ce qui est réellement en train de se passer et ce qui devrait être selon nos attentes rigides. Lutter contre la réalité engendre inévitablement de la déception. C'est ce fameux filtre négatif, très présent lors d'épisodes dépressifs. On a cette tendance lourde à juger durement les situations. L'idée centrale, c'est d'apprendre à ressentir les choses sans avoir le besoin irrépressible de décider instantanément de ce qu'elles signifiaient d'une manière fataliste. Et pour y arriver, nos documents mentionnent une méthode avec un acronyme très précis, le COAL. Comment ça fonctionne en pratique, Evelyne? La méthode COAL, c'est une boîte à outils pour empêcher l'esprit de tirer des conclusions désastreuses. C'est un acronyme anglais qui définit 4 piliers pour observer une situation. C pour curiosité, O pour ouverture, A pour acceptation et L pour amour ou compassion envers soi-même. Curiosité, ouverture, acceptation, amour. C'est puissant. Au lieu de juger une émotion compliquée, on l'accueille avec la curiosité d'un scientifique. Avec l'ouverture d'un explorateur, en acceptant la réalité telle qu'elle est sur le moment et avec bienveillance. Et si l'on ramène cela au biais de négativité du cerveau? Le cerveau dépressif ou anxieux a une fâcheuse tendance à privilégier les suppositions rapides. Le fameux « s'il n'a pas répondu à mon message, c'est la preuve évidente qu'il me déteste ». Le cerveau crée un raccourci vers la pire conclusion pour se protéger. L'enjeu de COAL, c'est de réduire ces suppositions en injectant de la curiosité. On explore d'autres hypothèses. Prenons un exemple concret. Un entretien d'embauche qui se passe mal, un vrai naufrage. La supposition fataliste serait de se dire que c'est raté, que l'on n'aura jamais de travail, que c'est la preuve de notre incompétence. C'est l'autocondamnation classique. Mais appliquer le recadrage, c'est transformer cette pensée en se disant que cet entretien est raté, certes et c'est un fait, mais on fera mieux la prochaine fois avec cette expérience. On l'observe sans autocondamnation. Un autre exemple quotidien concerne un patron de mauvaise humeur. Imaginons un responsable qui arrive au bureau, claque une porte et répond de manière agressive. Le biais négatif a tout de suite crié qu'est-ce que j'ai fait de mal, hein? Je vais être licencié. Exactement. Or, avec l'ouverture et la curiosité, on se rappelle que le comportement des autres n'a bien souvent absolument rien à voir avec soi. Ce patron a peut-être reçu une mauvaise nouvelle personnelle. On s'inflige un stress phénoménal en prenant pour soi les fardeaux des autres. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'on peut appliquer cette absence de jugement à nos propres symptômes physiques. L'exemple de la léthargie dans nos sources m'a beaucoup interpellé. On passe son temps à se flageller quand on est fatigué. Face à une léthargie qui te cloue sur place, la réaction immédiate, c'est souvent de se dire qu'on est paresseux, que c'est un échec. Mais avec la curiosité, on se demande plutôt de quelle situation désagréable ou de quelle surcharge mentale cette léthargie tente de nous protéger. On cherche à comprendre le signal. Donc, si on résume, COAL, c'est la curiosité pour analyser, l'ouverture pour les hypothèses, l'acceptation des faits et l'amour pour ne pas se punir. C'est bien ça, hein?
C'est parfaitement résumé. Nous avons couvert l'importance de désactiver nos suppositions fatalistes. À présent, voyons comment tout cela s'applique au bruit de fond constant dans notre esprit, notre vocabulaire interne. Le fameux discours intérieur. Les mots qui renforcent ou brisent les réseaux neuronaux de la dépression. C'est notre troisième segment. Le langage utilisé dans notre tête n'est pas qu'un écho. C'est ce qui sculpte physiquement notre cerveau. Nos sources montrent que modifier des petits mots spécifiques change radicalement l'émotion ressentie. Il y a 3 petits hacks de vocabulaire. Le premier concerne les si négatifs. Il faut défier la tendance au scénario catastrophe qui commence par « et si ?» Et si l'entreprise ferme? Et si je finis seul? Il faut forcer l'esprit à imaginer qu'un résultat positif est possible. Même sans y croire au début. Oui, refuser de laisser ces scénarios se terminer en désastre. Le deuxième hack, c'est le fameux effaceur de joie. Le mot « mais ». J'utilise cet exemple de nos documents. J'ai apprécié la soirée, mais c'était trop cher. Le mot « mais » annule toute la positivité qui le précède. Le cerveau efface le plaisir et ne retient que la frustration financière. Il faut s'arrêter juste avant le « mais ». J'ai apprécié la soirée, point. Tout simplement. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est le pouvoir de notre troisième astuce, le pouvoir de ce petit mot de 2 lettres. Et. Le pouvoir du « est » réside dans sa capacité à faire coexister les contradictions. J'apporte cet exemple poignant de la source clinique. Une mère épuisée, au lieu de dire « je suis fatiguée, donc je suis une mauvaise mère », Elle remplace par « et ». elle dit « je suis épuisée et je suis heureuse d'avoir un bébé ». Je suis épuisée et je suis heureuse d'avoir un bébé. La nuance change tout. Ça élimine le blâme. L'épuisement physique est validé sans invalider le bonheur d'être parent. Les deux coexistent. Voici comment mettre cela en pratique dès cette semaine. Un plan d'action en 3 étapes. Premièrement, surveiller l'effaceur. Traquez la prochaine fois que le mot « mais » apparaît dans une phrase positive. Et l'arrêter net. Deuxièmement, remplacer par « est ». Face à des émotions contradictoires, utilisez le « est » pour valider les 2 ressentis sans culpabilité. Et troisièmement, appliquer COAL. Lors d'une interaction frustrante dans les prochaines 48 heures, comme quelqu'un qui ne rappelle pas, remplacez la supposition négative par la curiosité. Il y a un obstacle courant. Il est fréquent de se sentir un peu faux au début, en forçant un scénario positif. On a l'impression de se mentir. Mais rappelez-vous que c'est de la neurobiologie mécanique. Même sans y croire profondément au départ, le simple fait d'imaginer la possibilité d'un résultat positif commence à rompre les réseaux de la rumination. Pour conclure, reprenons notre question de départ. Changer de perspective n'est absolument pas de l'optimisme naïf. C'est une pratique délibérée pour construire de nouveaux circuits cérébraux favorables à la flexibilité. Les 3 points clés sont clairs. 1. Activer le cortex préfrontal gauche pour apaiser l'amygdale. 2. Suspendre le jugement automatique face au comportement des autres ou à ses propres symptômes. Et 3. Remplacer les effaceurs de joie, le fameux « mais », par des connecteurs d'acceptation, le fameux « et ». Essayez la toute première étape avec le mot « est » dès aujourd'hui et observez simplement ce qui se passe dans la manière dont la situation est ressentie. C'est un petit changement qui fait une énorme différence. Nous ne sommes pas à la merci de nos pensées automatiques. Nous avons le pouvoir de changer de lentille. Et en changeant de lentille, c'est le monde entier qui se transforme. Une dernière pensée avant de se quitter, si un simple mot dans notre tête recable nos neurones, quel est l'impact des milliers de mots toxiques qu'on lit chaque jour sur nos écrans? À très vite pour une nouvelle exploration.